Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité sur le service public de l'information. Mes débatteurs de ce dimanche soir, Paul Arnaud Deguenon, journaliste, consultant en communication. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Bonsoir, chers débatteurs. William Cliquant, journaliste à Canal 3 Bénin. Cher William Cliquant, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir à tous. Gabin Goubiyi, un abonné à ce plateau, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubiyi, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir à tous. Inaugurons l'émission avec la revue de presse hebdomadaire. C'est une réalisation de Marcel Akhossi. Au Bénin, 5 Nigériens s'introduisent frauduleusement sur le site d'exportation du pétrole, selon le procureur Mario Metonou, relayé abondamment par la presse locale. Dans une déclaration de presse jeudi 6 juin 2024, en début de soirée, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme accuse 5 ressortissants nigériens de s'être introduits sur le terminal pétrolier de Semepodi en contournant le protocole habituel d'accès au site Pointe Banuto. Le dossier pipeline entre le Bénin et le Niger n'a pas fini de livrer tous ses secrets, selon le quotidien de service public. Le Niger, dans la provocation, constate Le Matinal. De toute évidence, les autorités nigériennes semblent déboussolées, écrit le journal. Selon les déclarations du procureur, ces 5 individus ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite. Mieux, ils ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, renchérit La Nation. Au Sénégal, Macky semble avoir encore des ennuis. Malgré une loi d'amnistie, les proches des 86 victimes décédées lors des manifestations de 2021 et 2024 n'entendent pas tourner la page. Ils se sont constitués en collectif et demandent l'arrestation de l'ancien président. La presse sénégalaise se fait l'écho de leur appel. Le collectif rassemble 650 personnes, des individus arrêtés de façon arbitraire selon leur dire et des proches de victimes décédées lors des manifestations depuis 2021, précise Séné+. Sénégo, à son tour, cite Boubacar Seye, le président de ce collectif, selon qui il est nécessaire de lancer un mandat d'arrêt contre Macky Sall en raison des nombreux préjudices causés aux Sénégalais durant son mandat. Le pays a, dit-il, connu des dérives sécuritaires, politiques, économiques et sociales sans précédent, avec des vagues d'arrestations, des morts et des disparitions dans des proportions inégalées. Boubacar Seye accuse les prédécesseurs de Macky Sall ont également fait face à des réclamations populaires, mais que les événements sous le régime de Macky Sall ont atteint des niveaux de violence et de répression inédits. Il appelle à une action collective pour que Macky Sall réponde de ses actes devant la justice. Dakar Matin a également assisté à la conférence de presse du collectif des victimes du régime de Macky Sall et il souligne de son côté que le collectif appelle le Maroc et la France à la responsabilité, leur demandant de ne pas s'immiscer dans les affaires sénégalo-sénégalaises. Le Maroc est le lieu de résidence de l'ancien président sénégalais. Le collectif estime que le roi du Maroc ne devrait pas accepter qu'un dictateur qui a fait souffrir son peuple, quelqu'un qui a versé du sang, puisse se déplacer comme il veut au Maroc. Quant à la France, il lui est donc demandé de ne pas s'immiscer dans cette affaire sénégalaise. Dans l'immédiat, un peu plus de 12 650 personnes ont signé une pétition demandant l'extradition de Macky Sall. Le collectif a également demandé à rencontrer le président Bassirou Diomaye Faye pour exposer leurs besoins de vérité, de justice et de réparation, observe Séné+. À la une aussi, la tournée africaine de Sergueï Lavrov, de Conakry à Ouagadougou en passant par Brazzaville, N'Djamena et où sais-je encore, le ministre russe des Affaires étrangères a fait un nouveau tour africain. La Guinée était la première étape de la 6e visite de Sergueï Lavrov sur le continent africain en l'espace de 2 ans. C'est ce que relève Le Monde Afrique en se posant pour la première fois depuis 2013 sur le tarmac de l'aéroport Ahmed Sékou Touré du nom du premier président du pays fortement inspiré par le modèle socialiste. Le chef
chef de la diplomatie russe n'est arrivé ni en pays conquis, ni en terre hostile, pointe le Monde Afrique. Comme la République du Congo et le Tchad, la Guinée affiche une position neutre vis-à-vis de la guerre en Ukraine et se tient à l'écart de la lutte d'influence avec la France sur le continent. La relation entre Moscou et Conakry repose aujourd'hui en premier lieu sur des intérêts miniers, remarque encore le journal. Au Burkina Faso, le ministre russe des Affaires étrangères arrive plutôt en terrain conquis. Ce sera pour exalter une coopération qui est au pinacle, s'exclame aujourd'hui au Burkina Faso. D'ailleurs, dès l'aéroport, il se rendra compte et tout au long du chemin qui mène à la présidence de la floraison de drapeaux russes. La Russie a remplacé la France et ici, on ne jure que par Poutine, normal. Armes, drones, blé, soutien, la Russie est aux petits soins avec les nouvelles autorités burkinabè. Toutefois, l'étape la plus importante de cette tournée sera sans nul doute celle du Tchad, relève l'observateur Palga. Présenté comme le dernier bastion de la France dans le Sahel, le pays de François Tombal Baye, premier président du Tchad, nourrit les convoitises de l'ours russe qui ne cesse de faire son trou dans l'ancienne basse-cour du coq gaulois, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il faut dire que l'actuel homme fort du Tchad, Mahamat Idriss Déby, ne cache pas son tropisme moscovite, contrairement à son géniteur de président, feu Idriss Déby Itno, dont le gouvernement avait condamné l'invasion russe en Ukraine. En janvier dernier, rappelle l'observateur Palga, Déby fils avait effectué une visite officielle à Moscou où il était reçu avec tous les honneurs dus à un chef d'État d'un pays frère, selon Vladimir Poutine. C'était donc à l'instant la revue de presse hebdomadaire, l'actualité vue, traitée et relayée par les canards parus au cours de la semaine. Place maintenant au débat en plateau, 7 jours au Bénin. Chers décrypteurs, nouveau rebondissement dans l'exécution du projet Pipeline Bénin-Niger. 5 ressortissants nigériens se sont frauduleusement introduits sur le site de la station terminale de WAPCO Bénin à Sebinpodi. 2 au moins parmi ces personnes sont des agents du CNCP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est du moins ce qui ressort de la déclaration du procureur spécial de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou, que nous allons suivre encore une fois d'abord. Le 5 août 2019, la République du Bénin a conclu avec la société West African Oil Pipeline, en abrégé WAPCO, un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Cet accord, qui vient à la suite de diverses conventions passées avec la République du Niger, définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. Le 3 juin 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO Bénin à Sebinpodi. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires.
pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site à l'étape actuelle. L'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause, dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'actes d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Je vous remercie. Gabin Goubi, voilà qui vient plomber, je dirais davantage, l'exécution de ce projet majeur, le pipeline Bénin-Niger, alors même que la semaine écoulée, le Bénin a décidé de lever complètement, totalement, son blocus sur le pétrole nigérien. Non seulement ça vient plomber l'exécution de ce projet, mais ça éloigne de plus en plus tous les espoirs d'un retour à la normale, à la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, et c'est bien dommage. C'est vrai, c'est une information qui, dans un premier temps, m'a paru assez bizarre. Je me suis demandé quels pourraient être les tenants et les aboutissants de ces agissements, du moins de Nigériens. Comment est-ce qu'on peut braver le dispositif mis en place, contourner du moins ce dispositif mis en place, s'affranchir, n'est-ce pas, du protocole qui est mis en place pour s'introduire de façon totalement illicite sur un site aussi sensible, dans un contexte où il y a une tension qui prévaut entre le Bénin et le Niger, où on cherche désespérément à trouver, n'est-ce pas, la formule pour que les nations qui sont impliquées dans le contrat de gestion et d'exploitation de cette plateforme pétrolière puissent s'entendre. Bien, je pense que c'est un nouvel épisode, qui vient s'ajouter à ce sulfureux feuilleton, et ça n'augure de rien de bon du tout. C'est vrai, il y a suivi également la partie nigérienne, un point de presse animé par le ministre nigérien du pétrole et son homologue de la justice, où, bon, ils ont évoqué également les raisons, mais à les croire, c'est tout à fait une version différente de celle que nous a livrée le procureur spécial de la Criette par ici. Dans tout cela, on se perd un peu. Mais ce que moi, je déplore un peu dans cette crise, dans ces agissements, dans cette provocation entre griffes, je ne sais pas pourquoi le Niger a du mal à formaliser ses relations avec les autorités béninoises. Je ne sais pas pourquoi on veut passer par le prestataire privé qui est WAPCO pour pouvoir échanger avec les autorités du Bénin. Parce que le ministre nigérien en charge du pétrole a formellement dit au cours de son point de presse que la société WAPCO a été régulièrement informée de ce que des ingénieurs nigériens, il a parlé d'ingénieurs, mais ici on a parlé d'employés de la société WAPCO Niger, il a parlé d'ingénieurs nigériens qui étaient venus pour les opérations de supervision des embarquements au niveau des eaux béninoises. Voilà il dit que le WAPCO dit avoir informé les autorités béninoises, alors même que ce qui a été à la base du blocage décrété par le Bénin, vous vous rappelez, le 6 mai dernier, c'est le fait que le Niger veut passer outre, ne veut pas collaborer avec les autorités du Bénin et les États étant les États souverains, le Bénin est quand même un État responsable et les États ne peuvent pas s'échanger par l'entremise d'un prestataire privé. William Clécan, le bras de fer entre Cotonou et Niamey se durcit. Suite à cette interpellation de Nigériens sur la plateforme de Sémékodji, Niamey menacerait ou menace de fermer le pipeline. C'est la continuité de la position nigérienne dans cette crise qui commence à perdurer. En fait, quand vous lisez entre les lignes, Niamey se dit que c'est son pétrole, c'est sa ressource minière. Le Bénin n'est qu'un couloir de transit. C'est d'ailleurs un peu comme des grâces et des faveurs qu'on fait au Bénin en leur donnant des droits de transit et des taxes sur l'exportation, des droits de douane. Et c'est cette position que Niamey a dans ses différentes sorties depuis le début de cette crise. Ils pensent que le pétrole leur
revient, la belle preuve, il menace de fermer le robinet. Dans la situation qui se présente, le dernier rebondissement de jeudi dernier, au point où les autorités nigériennes en viennent à l'ultimatum, on voit encore une fois l'hégémonie prononcée, la position de force dans laquelle Niamey pense se trouver dans cette crise. C'est pour cela que moi je me dis, est-ce que nous ne sommes pas en train de prendre le règlement de cette crise par le mauvais bout? Si, entre-temps... Cotonou a quand même montré sa flexibilité dans la gestion de cette crise. Nous, on parle de flexibilité. C'est Niamey qui, tout le temps, est resté radical ou il en clique. Nous, on parle de flexibilité, de main tendue, même par endroit. Mais de leur côté, peut-être, ce n'est pas encore de nature assurante, peut-être. Du côté de Niamey, vous lisez de la suspicion. Et même du côté béninois, vous y voyez de la suspicion. Pourquoi, quelques jours avant, le ministre des Mines demande un renforcement du dispositif sécuritaire? C'est parce qu'en matière d'information sur la sécurité et la sûreté de l'État béninois, il y a des choses qui ont été apprises. Donc, de part et d'autre, il y a un climat de suspicion qui règne, et une méfiance. Et c'est propre, c'est un champ lexical d'une crise. Dans ce contexte, moi, je me dis, et cela fonde ma perception de ce règlement de la crise, on a voulu profiter de la question pétrolière, des intérêts des différentes parties au contrat du projet de pipeline pour résorber notre crise. D'aucuns disent qu'il ne faut pas parler de crise ou de la brouille que nous avons avec le Niger. Mais on comprend que les différentes escalades, suspension provisoire, remise, autorisation ponctuelle et provisoire, levée définitive, total, oui. Tout ça n'est pas de nature à calmer la situation. Cela fait plutôt des escalades, cela continue à faire des mécontents, cela envoie Niamey à se radicaliser davantage et à faire des intrusions parce que même si on ne peut pas totalement prêter foi quand on est nigérien ou on est d'une autre nationalité, au propos du procureur de la République du Bénin, on reconnaît au moins que le ministre nigérien n'a pas donné l'identité des autres membres de la délégation. On parle de 5 personnes, il a donné l'identité de la directrice adjointe, mais il n'a pas donné l'identité des autres membres, alors que Cotonou parle de 2 agents au service, agents de quelle nature, je ne sais. Ce qui conforte quand même les propos de Cotonou. Pas conforté, mais cela montre qu'il y a des non-dits, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui ne sont pas très précises dans cette crise. Il fallait plutôt commencer le règlement de la question diplomatique pour effacer ce dossier. On va y revenir. Paul Arnaud de Guénon, votre lecture de tout ceci. Bon, c'est dommage tout ce qui arrive là. Et moi, je l'ai dit ailleurs, Tiani est en train d'être poussé à commettre des erreurs. Et c'est la deuxième que le régime est en train de faire dans cette affaire-là. La première faute qu'ils ont eu à commettre, c'était lorsqu'ils ont organisé une conférence de presse avec certains activistes, estimant que le Bénin abritait donc des terroristes sur son territoire. Et dans la foulée, il y a eu notre ministre de l'Énergie qui s'était rendu à Niamey et qui malheureusement n'a pas été reçu par Tiani. Pour moi, c'était une erreur commise par le régime. Pourquoi? Parce que vous avez vu toute la communication de la partie béninoise. On a l'impression que le régime de Cotonou avait déjà anticipé la réaction et l'émotion du régime du CNSP. Et on a vu toute la communication donc derrière qui a été faite par notre président, Patrice Talon. Ça, pour moi, c'était une première erreur parce que, ils ont été obligés de se rattraper à travers une autre conférence de presse pour finalement dire, où le ministre nigérien a finalement, parce qu'il fallait toujours trouver une raison, a été obligé donc de dire que, en fait, que l'attaque de Boning, les terroristes venaient donc du Bénin. Et vous avez vu que c'est un argument qui a eu du mal à passer. Donc pour moi, c'était la première. La deuxième faute, et cette faute, elle n'est pas, enfin, c'est pas volontaire. En tout cas, le Tiani a été poussé donc à cette faute-là. C'est ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai fait la transcription complète donc, du discours tenu par le ministre du pétrole nigérien et celui de la justice. Et dans son discours, je ne sais pas si je vais vous le lire, il y a une partie qui, moi, m'a attiré beaucoup mon attention. Après avoir justifié le fait qu'ils ont été obligés donc, d'envoyer 2 personnes pour compléter l'équipe dirigeante ici, ils ont dit, nous avons opposé une fin de non-recevoir à cette demande au départ, etc. Mais face à leur insistance et compte tenu donc des pertes importantes que devrait subir la société WAPCO, nous avons accepté que cette coopération pour ce deuxième bateau soit menée par WAPCO Niger et WAPCO Bénin.
Et regardez, nous avons donc écrit à WAPCO pour l'autoriser à le faire. Mais WAPCO nous a fait savoir qu'il n'avait que 2 ingénieurs pétroliers, mais pas d'inspecteurs chez eux. Nous avons donc mis à leur disposition 2 inspecteurs de chez nous. C'est quoi le chez nous là? 2 inspecteurs de chez nous, comme cela se fait à titre temporaire. C'est quoi chez nous là? C'est la grosse question. Or, ici, le procureur a eu à dire qu'il y a eu 2 personnes qui sont des membres du CNSP. Ça veut dire que le chez nous, cela conforme bien la thèse donc, du procureur qui dit que ce sont des agents du CNSP et le ministre du Pétrole lui-même vient confirmer pour dire que ce sont des agents, 2 agents, donc 2 ingénieurs de chez nous. Le chez nous, ça sous-entend donc Alors, CNSP. pourquoi n'avoir pas fait les choses dans les règles de l'art Et c'est justement ça. C'est justement ça. Parce que quand vous lisez entre les lignes, on comprend aisément qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et malheureusement, le régime donc, de Niamey n'a pas su anticiper les choses ou bien n'a pas voulu vraiment clarifier les choses. Et quand vous écoutez bien le procureur, lorsque vous décidez donc d'envoyer des gens qui ne sont pas membres donc de WAPCO, mais vous avez décidé de les envoyer et que ces gens-là en arrivent, si on en croit donc le procureur, à contourner les règles normales, les règles d'entrée, surtout sur un cible aussi sensible, ça pose un véritable problème. À brûler le protocole en Exactement, place. ça pose un problème. Et la faute, pour en arriver donc à la faute, finalement, c'est maintenant le régime qui décide de couper le robinet. Ça pose un problème. Finalement, la faute va être incombée à qui? Alors, Gabin Goubi, comment entrevoyez-vous la suite des événements? Non, ça ne fait que pourrir la situation. Vous savez, ils avaient donné un ultimatum au Bénin. J'ai suivi le ministre nigérien du pétrole qui disait que jusqu'à 17h, selon les instructions du leader de la junte, Abdourahmane Tiani, que si jusqu'à 17h, si les Nigériens qui ont été interpellés sur le site n'étaient pas remis en liberté, qu'ils allaient couper, n'est-ce pas, l'exploitation de la plateforme. Mais dans tout ça, écoutez, le Bénin perd, d'accord, mais le Niger perd doublement. Pourquoi? Parce que, bon, ils n'ont pas de canal pour transiter, pour exporter leur pétrole. Les eaux béninoises leur servent, n'est-ce pas, de couloir pour évacuer un peu le produit. Mais surtout, construire un nouveau pipeline, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il va falloir du temps, même si on apprend que le dévolu sera jeté sur le Togo. Et tout ça, ça se fait dans le temps et c'est d'autres moyens qui seront déboursés. Moi, je trouve qu'on fait quand même preuve d'un certain amateurisme. La junte nigérienne s'illustre dans une certaine incurie et on sent qu'il y a des élans, des velléités, n'est-ce pas, de punir le Bénin alors que ça fait longtemps, au moins depuis quelques années, on a la preuve que le Bénin a appris à se débrouiller tout seul. Que la pipeline, ça n'apportera peut-être une plus-value, mais ça fait longtemps que le Bénin a traversé des situations dans lesquelles le pays a montré une certaine résilience. Et je pense que même sans cela, le Bénin pourrait vivre. Donc moi, je trouve qu'après les nombreux appels de pied et les nombreuses démarches que les autorités béninoises ont entreprises à l'endroit du peuple nigérien et des autorités du Niger, ils devraient quand même avoir une posture beaucoup plus clémente. Les relations bilatérales entre États doivent tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Je pense que là, on est en train de montrer, de se donner des muscles, alors que depuis que la junte est au pouvoir, bientôt 1 an, rien n'a fondamentalement bougé au pays. William Cliquant, le pipeline Bénin-Niger soumis à rude épreuve, quel est finalement l'avenir de ce projet? Vous savez, si le Bénin était si résilient que ça, après la fermeture de la frontière nigériane, on ne serait pas retourné dans l'ancienne position, c'est-à-dire celle de collaborer avec le Nigeria. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un pays est beaucoup plus perdant. D'ailleurs, je pense que c'est nous qui avons la façade maritime, donc le plus gros revenu, le fret, le transit, les manutentions portuaires et tout ce qui va avec, nous en profitons beaucoup plus et à eux, les produits de subsistance. Et je suis d'accord que nous ne sommes pas la seule façade maritime, un peu comme les Nigériens le pensent, ils peuvent se tourner sur d'autres personnes et le Bénin vivait avant le pipeline, le Bénin peut toujours vivre. D'accord, que chaque État se targue de sa puissance et de sa force, mais ne l'oubliez pas. Deux nains n'ont pas à se combattre comme des géants, comme quelqu'un l'a écrit. Je ne sais pas laquelle des économies, je n'en connais pas laquelle des économies entre ces deux États est si forte, si résiliente que les retombées, les dividendes que nous pourrions avoir du pipeline, pour une raison ou l'autre, nous allons battre tout cela du revers de la main. Moi, je pense plutôt que
Les escalades au sujet du pipeline, de l'oléoduc, ont commencé quand le Bénin a voulu profiter un peu de cette situation pour dire à Niamey quand même assez, c'est assez. Sur la question de la fermeture des frontières, on peut voir les choses autrement. Alors, Si cette aucune des époque actions... est révolue, William Oui. Kékan, c'est une page de tournée déjà. Oui, ce n'est pas une page de tournée pour autant, parce que c'est tout ça qui nous a amené à la situation que nous vivons Mais aujourd'hui. dans la vie, au statu quo. il faut évoluer. Justement, en évoluant, si c'est par ce bout que nous voulons régler le problème pour la réouverture et que cela ne marche pas, alors réglons d'abord nos différends diplomatiques. Peut-être que cela permettra aux investisseurs d'être rassurés, un peu comme le Bénin le veut. On voit un Bénin engagé pour que WAPCO ne paie pas ses intérêts, pour crédibiliser sa signature dans les accords avec le secteur privé. Mais si tant est que nous restons focalisés sur la question pétrolière, peut-être que nous n'allons pas trouver le bout du tunnel. Et si, un peu comme le Nigeria l'a fait, nous surfions sur nos fibres ethniques, religieuses, je ne sais pas, traditionnelles, et pourquoi on n'en veut pas autant à Tinubu qu'à Patrice Talon du côté de Niamey? Peut-être parce que on s'est laissé suffisamment conseiller, ou on a fait peut-être des démarches qui ont permis, derrière le rideau, de tenir moins dents. Parce qu'on voit un Niger rancunier aujourd'hui, on voit Niamey rancunier vis-à-vis de Patrice Talon et d'une certaine attitude. Et on voit une junte militaire nigérienne capable de laisser le projet pipeline aller à l'eau, justement, malgré tous les déconvenus, si tant est qu'on continue du côté béninois, pas parler sur ce ton, malgré toutes nos humilités, tous nos gestes d'humilité, un peu comme le président de la République l'a dit. Si cette méthode ne change pas, changeons de méthode, désamorçons le problème par une plus grande on vous aura compris. harmonie des relations diplomatiques. À vous, parce que j'en aurais fini, le naïf. Oui. J'en aurais fini quand je vais Juste dire. 30 secondes. En fait, vous voyez, je vais prendre l'exemple du Nigeria. Par rapport au Nigeria, nous avons attendu qu'un règne finisse pour qu'une brouille diplomatique revienne totalement. Vous ne savez pas si des gens qui sont capables de mettre à dos les Américains, de mettre à dos les Français, d'être même en train de se mettre à dos la Chine avec la question pétrolière, vous ne savez pas si ceux-là vont revenir en de meilleurs sentiments avant 2026. Et pendant ce temps, les transporteurs béninois, toute l'économie béninoise est à terre. Là-dessus, je pense qu'il faut vraiment écouter l'intelligentsia diplomatique de ce pays. Paul Arnaud Deguénon, des Mlia en souffrance, avez-vous espoir qu'un jour les vannes seront ouvertes? Oui, non, mais là, moi je pense que le régime nigérien et le régime béninois n'auront pas le choix que de s'entendre. Pourquoi? Déjà, un pays ne se gère pas sur les égos, un pays ne se gère pas sur la rancune. Nous savons tous d'où est venue cette crise-là. Elle est venue à l'issue des sanctions prises par la CEDEAO. Et il y a beaucoup parmi nous ici qui n'ont pas été d'accord, en tout cas moi je n'ai pas été d'accord par rapport à la prise de ces sanctions. Aujourd'hui, normalement le vent a tourné puisque le Bénin a ouvert ses frontières. Et je pense que, je l'ai dit ailleurs, que la junte nigérienne doit aller à l'école du régime de Bamako. Le Mali a eu beaucoup de problèmes avec la Côte d'Ivoire. Le Burkina continue d'avoir des problèmes avec la Côte d'Ivoire. Il est même dit qu'il y aurait des terroristes qui quitteraient la Côte d'Ivoire pour venir semer des troubles au niveau du Burkina Faso. Mais je n'ai pas vu le Burkina Faso fermer sa frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas gouverner un pays, surtout quand on sait dans quelles conditions vous êtes venu au pouvoir, et oublier que votre population est en train de souffrir de cette situation-là. Juste parce que vous êtes en train sur la base donc des considérations géostratégiques et géopolitiques, pour que nous ne l'occultons pas. Ce qui se passe là, c'est des guerres de positionnement. Et il y a des mains beaucoup plus fortes derrière ce qui se joue entre le Bénin et le Niger. Vous voyez? Et donc, pour moi, cette junte est en train, un peu comme des pions. Vous voyez, des pions qui sont juste joués parce que derrière des gens sont en train de faire donc des positionnements géostratégiques. Et derrière, aller à Gaïa, aller à Malanville. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait plusieurs fois le tronçon Cotonou-Niamey. Vous voyez, c'est des populations qui vivent ensemble, qui vivent en harmonie. Et donc, juste à cause donc, de la guerre de positionnement, à cause des égos d'un et des autres, on est en train de faire souffrir des populations. Récemment encore, moi j'ai pu aller à Niamey. Imagine combien une fois la vie est chère là-bas. Le maïs est tellement cher, les produits de première nécessité, tellement chers, tellement onéreux.
Vous voyez, donc, à un moment donné, moi, je pense que... On vous aura compris sur la question. On va finir sur le sujet avec Gabin Goubi, 30 secondes. La situation, certes, n'arrange aucun des deux pays, mais il faut dire que c'est vrai, le Niger a peut-être de bonnes raisons d'en vouloir au Bénin pour avoir pris une part active dans la condamnation du putsch intervenu le 23 juillet de 2023. Mais le Niger semble oublier que c'est le même président béninois, le même Bénin qui a quand même pris le lead ou le devant des choses par rapport au plaidoyer apporté au niveau de la CEDEAO pour que ces mêmes sanctions qui étaient imposées au pays soient levées. Donc je pense que, et à la suite de cela, il y a eu des actes qui ont été posés quand même. J'ai vu le ministre béninois des Affaires étrangères faire le tour plusieurs fois, faire des démarches, des délégations. Tout ce qui se fait dans l'ombre ne peut pas être dévoilé, certes en public, mais les cartes diplomatiques du Bénin ont été jouées, un peu pour dire à William qu'il y a peut-être... Nous sommes tenus à l'état, nous avons d'autres sujets à aborder. L'île de l'été. Nous avons eu la crise de la mise à conservation systématique des biens à destination du Niger. Je pense que les cadres qui ont travaillé dans la politique étrangère béninoise à l'époque existent toujours. Les mêmes acteurs politiques, les mêmes ministres des Affaires étrangères existent. D'autres sont même des soutiens du gouvernement. Je pense que nous aurons d'autres occasions pour refaire ce débat. Pour le cas dont Paul avait très parlé, rapidement, s'il vous plaît. Les deux pays avaient accepté la médiation d'un autre pays. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cas où il faut des médiations pour taire le conflit entre le Bénin et le Niger. Et je reviens à vous, cher Paul Arnaud Deguénon, sur un autre registre. La ministre du Commerce a annoncé au cours de la tournée gouvernementale actuellement en cours l'ouverture prochaine et progressive des marchés urbains et régionaux. Alors la date d'inauguration du premier marché, certainement le 15 juin prochain. Bon, moi j'ai envie de crier enfin, quoi. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on attendait cette affaire-là. Je crois que c'est depuis le PAG1 qu'on nous avait annoncé donc, la construction des marchés modernes. Ça a été plus ou moins fait. Ça a été achevé maintenant au cours donc, de ce second mandat. Et moi, j'attendais vraiment depuis cette affaire que cela soit fait. Bon. Finalement, c'est fait, donc félicitations au gouvernement. J'attends que ma crainte un peu, c'est comment finalement ils vont pouvoir faire les répartitions. Donc des bonnes dames, comment ça va vraiment être fait. Donc moi, je reste patient, j'attends de voir un peu comment cela va être fait. Et vivement également que ça soit ouvert un peu surtout sur l'ensemble du territoire national. Mais au passage aussi, il faut reconnaître que ce sont de belles infrastructures, vraiment très jolies, très intéressantes. Et donc félicitations au gouvernement. William Cléquin, tous les nouveaux marchés construits sous la rupture seront fonctionnels avant le 31 décembre 2024. Oui, à partir des marchés des métropoles, à ouvrir cette mi-juin pour ensuite continuer l'agenda au plan national avec les marchés régionaux jusqu'en mi-décembre de l'année. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, c'est une réalité que nous voyons des marchés à mettre en service. Bon, PAG 1 ou 2, c'est l'action publique, c'est l'action de l'État en faveur des populations. Ce n'est que ce qui est attendu, ce n'est que ce que nous leur demandons, ce n'est que ce pourquoi nous les avons envoyés là-bas en cette loge de princesse pour veiller à la redistribution équitable des richesses nationales. On a laissé aussi, avec ce temps de silence, certaines langues intoxiquées ou dire ce qu'elles pensent des raisons probables de ce retard, notamment des conflits d'intérêts sur l'attribution ou une idée d'écarter, a-t-on dit, de certaines femmes ou les plus pauvres de ces marchés qui seraient trop luxueux pour ces couches de la population. Là, je crois que toutes ces hypothèses-là aujourd'hui sont en train d'être balayées avec l'annonce de la mise en service et nous attendons vraiment l'effectivité, un peu comme certains autres projets qui relèvent du PAG numéro 1, mais dont nous n'avons pas encore vu le bout du tunnel. Je veux penser aux logements sociaux et à beaucoup d'autres choses. Mais sur la question des marchés, une chose est de faire cette annonce pendant que nous étions en reddition de comptes, où je m'attendais beaucoup plus à des phrases peut-être au passé composé et moins des phrases au futur. Mais ça aussi, c'est de rendre compte que de dire qu'on a atteint tel taux de niveau d'exécution et que dans un ou dans un autre, d'un jour à l'autre, j'y arrive, on va mettre en service. Là-dessus, on a beaucoup plus de place dans les marchés comparativement aux emplacements qui existaient. Donc, pour moi, le problème de l'emplacement ne va pas se poser. Mais à quel coût cela va revenir aux femmes? Parce que cette mesure... On va y revenir. Gabin Goubi, une bonne nouvelle pour les femmes des marchés. Bonne nouvelle. Il faut dire que ce n'est pas trop tôt non plus, parce que ça fait depuis 2018, sinon fondamentalement
en décembre 2019 que les premiers marchés à construire ont été lancés. C'est heureux que finalement le gouvernement ait annoncé aux bonnes dames qui s'impatientaient déjà, dont la patience a été largement éprouvée depuis plusieurs années, de leur annoncer que finalement elles auront accès à ces marchés-là qui seront inaugurés. Mais j'attends de voir toujours, parce que vous savez, dans toutes les déclarations, les éléments de langage que nous avons eu au cours de cette tournée-là, il y a un peu de l'euphorie, c'est allé dans tous les sens. J'attends de voir l'effectivité. Ce qui est sûr, les marchés sont là, sont visibles. Déjà, on a la certitude qu'il ne s'agit pas d'éléphants blancs, et que c'est des projets qui existent, et je pense que ça ne fera que rapprocher un peu la population du centre où ils peuvent s'approvisionner, et donc aux bonnes dames qui peut-être qui ont été chassées des marchés, dont la formature des marchés a créé peut-être quelques manques à gagner, de retrouver pleinement leur activité et d'en jouir pour le bonheur de leur famille. Paul Arnaud de Guénon, William l'évoquait en filigrane, avec le luxe et le confort qui règnent dans ces infrastructures, certaines bonnes dames craignent de ne pouvoir payer le prix du bail mensuel qui sera fixé. Et cette question, je l'avais posée la dernière fois au porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léon, et il me répondait qu'au moment opportun, que je serai informé de comment ça va être fait. Bon, c'est le moment, et moi j'attends le gouvernement de venir nous dire vraiment ce qu'il serait. Et comme eux-mêmes, ils ont décidé donc d'ouvrir le premier marché, donc ce serait le marché témoin, on aura beaucoup d'informations sur quelles conditions ces femmes-là ont été mises dans ce marché-là, et les redevances aussi, donc on aura beaucoup d'informations sur ça. Donc, comme je disais, moi, vraiment, je reste calme et j'attends de voir un peu comment tout ça va se passer. Entre-temps aussi, on nous a fait savoir que c'était par rapport aux étables, qu'on voulait avoir des choses un peu plus modernes. Bon, donc, moi, vraiment, j'attends de voir un peu comment cela va se passer. Mais une chose est sûre, félicitations quand même, je continue à leur dire félicitations, parce que c'est quand même un peu de nouveau dans notre pays. On n'était pas habitué à ces genres de choses. Donc, les premières fois sont souvent un peu les plus difficiles, et c'est peut-être sûrement cela qui justifie un peu le retard qu'il y a eu dans ça. Donc, on est là, et puis on verra un peu. Le 15, c'est vraiment dans quelques jours, donc on verra un peu tout ça. Il faut attendre encore. On a suffisamment attendu, je pense qu'on peut... c'est dans quelques petits jours, comme Paul le disait, on peut nous dire maintenant sur quels critères et à quel coût les femmes vont retourner dans les marchés. Pourquoi pas les sensibiliser, leur parler du nouveau mode d'organisation et de gestion des marchés au Bénin, les sensibiliser parce que, vous savez, quand on est habitué aux eaux boueuses et pâteuses dans nos anciens marchés, sous des hangars, des paillotes vraiment en matériaux. Il faudra mettre l'accent sur l'hygiène. L'hygiène et tout ça. On sait que nos mamans, elles sont bien éduquées à l'hygiène, certes, mais désormais, c'est l'espace public et nous savons ce que nous faisons de l'espace public. Pourquoi pas également nous évoquer la situation des marchés toujours non achevés. Je pense au marché de Porto Novo, dont le projet d'étude finalement a été étendu. On craint même que le gouvernement ne puisse pas le finir. Donc, dans la série, il y aurait un éléphant blanc peut-être. Pourquoi pas? Ne tirez pas de conclusion. Je ne tire pas de conclusion. C'est pour dire, en fait, que c'est le moment aussi d'opiner là-dessus. Le marché de Coco Koji, d'autres marchés, c'est le moment aussi. Quand on nous parle... Oui, quand on nous a parlé de ce qu'on a pu finir, je pense que c'est le moment d'ouvrir totalement, de vider totalement le dossier des marchés, de rassurer, même sans donner de date, parce que ces marchés-là, eux, ne sont pas terminés, sans donner de date, au moins rassurer, parler des échéances et faire franc parler avec les populations. Mais ce qu'on retient le plus, c'est que les marchés sont mis à disposition des populations et je crois que c'est le plus important, c'est ce que les populations attendent. Alors, Kabengoubi, il va donc falloir adapter les coûts de la location aux possibilités financières des commerçantes. Absolument. Vous savez que les femmes n'étaient pas habituées à payer des loyers exorbitants pour s'octroyer des places au niveau de nos marchés. Et la construction de ces marchés-là, de mon point de vue, intègre dans une certaine mesure la dynamique du redressement social prôné par le gouvernement. Donc c'est l'occasion... Le redressement social n'était pas encore lancé. Bon, c'est le moment quand même pour le gouvernement de décliner à travers, n'est-ce pas, l'ouverture de ces marchés-là, sa vocation à aider ces femmes-là, surtout qu'elles, beaucoup ont dû mettre peut-être la clé sous le paillasson parce que n'ayant pas d'emplacement pour véritablement étaler leurs produits et tout. Donc, c'est le moment que le gouvernement vivement tienne compte de tous ces paramètres pour fixer les coûts et permettre aux femmes, la majeure partie des femmes
qui en feront la demande de bénéficier, de jouir pleinement de ces espaces-là dans les nouveaux marchés construits. Merci à vous. Je reste avec vous pour ouvrir la lucane du décryptage de l'actualité internationale Interactu. Elle préside désormais aux destinées de son pays, le Mexique. Claudia Sheinbaum, l'ancienne maire de Mexico, devient donc la première femme de l'histoire à assurer la présidence du Mexique. À 61 ans, cette scientifique de gauche a remporté l'élection présidentielle avec près de 60% du suffrage exprimé, succédant ainsi à son mentor, le très adulé Andrés Manuel López Obrador, affectueusement appelé AMLO. Ce n'est pas nouveau en Amérique latine, ce n'est pas nouveau. On connaît le cas du Chili, du Brésil, mais dans ce pays principalement, ou particulièrement au Brésil, c'est tout nouveau. Au Mexique, justement, c'est tout nouveau. Moi, je dis félicitations à la gente féminine. Vous savez, le bilan à la tête de la mairie de Mexico a quelque peu entaché. La candidature portée, c'est un dauphinat pas vraiment assumé par la classe politique. Et on redoutait aussi parce qu'au sprint final, on voyait deux femmes s'affronter. On savait que la présidente allait finir par être une femme à la tête du Mexique. Mais on se demandait est-ce qu'on allait virer du côté de la droite. Parce que vous savez, la gauche au Mexique, c'est d'autant plus important lorsque la gauche gouverne dans leur État, leur principal allié, leur principal ami commercial. Je veux parler des États-Unis d'Amérique. Donc sur la question, je commence par féliciter la bravoure de la gente féminine dans un pays où 9 à 10 femmes meurent par jour, un pays où les discriminations vis-à-vis du genre sont encore ce qu'elles sont, un pays dans lequel la femme est certes en politique, mais elle n'a pas forcément le premier rôle. La belle preuve, quitter une mairie pour la présidence, ce n'est pas gagné d'avance. On n'a pas parlé d'un membre du gouvernement. Maintenant, je salue aussi les valeurs éthiques et professionnelles très saluées de l'actuelle présidente, Claudia Sheinbaum, je crois bien que c'est comme ça qu'elle s'appelle, parce que c'est une scientifique réputée, très respectée, connue pour ça, professeure d'université, enseignante. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour ce pays et vivement qu'avec son projet, ses 5 piliers phares, son ambition, sa défense de l'écologie. Elle fut membre du GIEC et sur la question écologique, elle est vraiment très attendue. D'ailleurs, elle est en coalition avec des partis écolos pour gouverner. Sur la question du genre et de l'écologie, elle est vraiment attendue. Et quand on est de gauche et qu'on a encore des valeurs, c'est encore plus intéressant. Vivement que sa gouvernance nous donne à avoir un Mexique plus rayonnant. Ce n'est pas parce qu'elle est de gauche qu'il faut faire place à une immigration clandestine très forte, un phénomène qui frappe d'ailleurs de plein fouet ce pays, notamment vis-à-vis de leurs voisins américains. Et là-dessus, je crois que ce sont les principales attentes et les mots de félicitations et d'encouragement qu'on peut formuler à cette nouvelle femme qui prend la tête de ce pays. N'oublions pas que c'est un pays gangréné par la mafia de la drogue, il y a le règne des cartels. Gabin Goubi, elle a pu se hisser à la tête, c'est un pays très machiste. L'ancien président ne parle pas anglais, n'aime pas voyager, c'est tout le contraire de la nouvelle présidente. C'est donc une nouvelle ère de gouvernance qui s'ouvre donc au Mexique. Il faut l'espérer. Vous savez que si elle a été élue, c'est en fonction du bilan de celui qu'elle considère comme son modèle, son mentor, le président sortant Andrés Manuel López Obrador. Et aujourd'hui, je pense que c'est un pas dans la continuité. Peut-être qu'elle va rompre avec certaines pratiques de gouvernance de l'autre, ouvrir beaucoup plus le Mexique au monde, enfin donner plus de relief au volet diplomatique en faisant des voyages. Le Mexique, c'est quand même une grande nation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis à relever, ne nous voilons pas la face, il y a du pain sur la planche, mais je compte sur son expérience parce qu'elle a un parcours politique, elle peut se prévaloir de ce parcours-là. Elle a été secrétaire de l'environnement du district fédéral, elle a été maire de la ville de Tiampam, je ne sais pas si je prononce bien, chef du gouvernement de la ville de Mexico, puis présidente de la République du Mexique. C'est quand même déjà un CV impressionnant,
un parcours politique assez impressionnant. Donc je ne doute pas de son expérience, qu'elle mettra tout ça au profit du pays pour relever les défis qui l'attendent. Un background très éloquent, Paul Arnaud de Guénon, elle a été élue grâce au Morena, le mouvement de régénération nationale fondé par le président sortant. Alors il se dit qu'étant très populaire, s'il y a bruit en temps entre la Dauphine et son mentor, que l'ancien président pourrait enclencher une procédure de destitution. Bon, pas si vrai que ça, mais seulement le risque qu'elle court. Le risque qu'elle court, c'est un peu ce que mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est comment assurer ce dauphinat. Parce qu'elle a été faite par le président Obrador. Or, Obrador n'est pas... Enfin, vous savez que le Mexique aujourd'hui a un problème de sécheresse, a un problème d'écologie, vous voyez un peu. Et elle s'assume comme une écologiste. Or, son mentor n'est pas très connu pour les questions écologiques, vous voyez. Donc, ça fait quelque chose, un héritage à assumer. Et donc, comment arriver à concilier cet héritage avec ses propres ambitions? C'est ça la vraie question. Et c'est sur ça qu'elle serait entendue. Parce qu'il est dit, même aujourd'hui, il est dit que même pour cet été-là, que le Mexique risque d'avoir vraiment des problèmes d'eau. Voyez un peu. Donc, c'est de vrais problèmes. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ça qui lui a valu un peu son élection. Parce qu'elle a surfé sur cette vague-là pour pouvoir se faire élire. Voyez un peu. Donc, c'est justement à ce niveau précis qu'elle serait attendue. Maintenant, avec les autres défis qu'il attend, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le problème de sécurité. Près de 10 femmes sont tuées chaque jour, vous imaginez, chaque jour. Donc, c'est un pays vraiment très machiste. Donc, on attend de voir vraiment comment elle va pouvoir s'en sortir. Mais dans tous les cas, on lui souhaite bonne chance et félicitations à elle, quoi. Bouclons à présent la boucle avec la dernière rubrique de l'émission, les potins de la toile. William Cliquant, vous avez une pièce de 25 francs qui traîne avec vous par hasard? Actuellement, non, quand même. Mais j'en ai souvent. Effigie de la pièce de 25 francs CFA, Mariam Diko, première femme chimiste ivoirienne, a tiré sa révérence le 5 juin dernier. Pour la petite histoire, c'est une photo qui a été prise par l'un de ses camarades de lycée, qui lui était plutôt inscrit dans la filière A et métier. On ne sait pas ce qui s'est passé par la suite, mais ça a été quand même un très beau destin pour cette photo qui a fini par se retrouver dans une revue scientifique. La revue a échoué à la BCAO. L'un des anciens camarades de Mariam Diko est devenu par la suite ministre des Finances au Burkina Faso. Et c'est lui qui aurait informé Mariam Diko qu'on aurait choisi sa photo comme effigie de la pièce de 25 francs CFA. C'est une anecdote que je crois avoir rencontrée plus d'une fois. Il se raconte même que c'était à son insu, comme vous le dites, et que c'est bien plus tard qu'elle l'a su. Mais c'est un bel hommage rendu à une Amazone des temps modernes, aux années des indépendances de nos États d'Afrique. Très peu de femmes y allaient. On parlait tout à l'heure d'une chimiste au Mexique. On parle d'une autre maintenant au Bénin. Et même au Mexique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, pardon. Même au Mexique, c'était pas gagné d'avance pour une femme d'être scientifique de cette renommée. C'est pour cela, par exemple, qu'on salue la nouvelle présidente et son parcours. Donc, pourquoi ne pas louer une Africaine qui est allée dans les sciences dures, les sciences exactes très tôt, grande actrice des lycées et collèges, notamment en étant enseignante. Elle est d'une grande réputation et depuis la fin des années 81, justement, un bel hommage. Je trouve que c'est un bel hommage qui lui est rendu sur la pièce de 25 francs. Aujourd'hui, elle tire sa révérence à 80 ans. Paix à l'âme de artiste parce que c'est un modèle. Je parie pour l'intelligentsia féminine de Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, même ici au Bénin. Nous avons aujourd'hui une professeure de sciences chimiques qui est professeur de rang magistral de l'université qui dirige notre ministère des enseignements supérieurs. Je parie qu'elle a impacté Léonore Yaïla Descamps, je voulais dire, pour ne pas la citer. Je parie que dans toute la région et au-delà, elle a inspiré des gens, même sans que les gens connaissent l'histoire tout autour de sa photo, de son effigie sur la pièce de 25 francs. Je crois que de son vivant, beaucoup d'hommages lui ont été rendus, notamment en Côte d'Ivoire et par quelques élites de la sous-région. Il faut que les femmes s'en inspirent.
s'inspirent des histoires comme celle-là pour marquer leur temps. Pas forcément dans les sciences exactes, mais dans leurs différents domaines de prédilection. Une scientifique très humble, elle est entrée dans l'immortalité, hein, puisque son image est restée figée. Tout à fait. Tout à fait. Et malheureusement, moi, ce qui m'a fait mal quand moi j'ai écouté son histoire, c'est qu'elle raconte qu'aucun hommage ne lui a été fait. Rien du tout. Et que même la BCAO ne l'a même pas invité, ne serait qu'une seule fois, pour lui acheter peut-être une bière au cours d'un anniversaire. Rien du tout. Et que, à la limite, on l'a juste volé sa photo, on l'a juste volé son image, on l'a mis sur la pièce. C'est peut-être l'hommage qu'on lui a rendu, mais rien du tout. Un très bel hommage quand même, hein, oui, un très bel, c'est vrai. Ou du matériel. Non, mais ivoirienne l'a célébré quelquefois. En tout cas, de ce qu'elle-même elle a raconté, rien, et même pas l'élite ivoirienne. Parce qu'elle disait qu'en fait, elle était insignifiante, quoi. Elle était insignifiante, son image est là, mais ça restait là. Peut-être ses proches, l'appelaient pour la sans cette image, on ne l'aurait pas connu. Oui, mais là où moi, je veux qu'on attire l'attention. Vous imaginez que ce serait ailleurs, peut-être chez le pays du Blanc, que ce ne serait pas comme ça. Vous voyez. Pourquoi est-ce que c'est chez nous que ça se passe ainsi? On s'élève souvent les valeurs à titre posthume. Vous voyez, c'est pas bien. C'est pas bien. Quelqu'un qui est allé aussi loin, vous imaginez un peu ce qu'elle représente dans notre imaginaire à nous autres, vous voyez, et de dire que personne ne lui a même pas fait une petite reconnaissance, même pas dans son pays, et dire que c'est finalement même un de ses amis, ministre dans un autre pays, qui l'a informé que c'est comme ça. Léonard Kalmogo. Vous voyez, qu'il informe que son image va être gravée sur la pièce de 25 francs. Ce n'est pas bien, et il faut que nous changions un peu ce genre de choses-là. Oui, c'est un honneur de retrouver son image sur un billet, une pièce, même un billet de banque. C'est quand même important. Personne ne va bouder ce privilège, quand même. Donc, c'est un bel hommage au-delà, n'est-ce pas? Une pièce qui fait le tour de 7 pays d'Afrique francophone. C'est pas rien. Un bel hommage qui lui a été rendu. Je pense que... il faut également dire que c'est quand même une fausse note que vous retrouviez votre image. L'image étant sacrée, il faut le reconnaître. N'est pas que la procédure est peut-être viciée au départ, ce qui a fait qu'elle n'a même pas joui de ce privilège qui lui a été fait de se retrouver, n'est-ce pas, son image sur cette pièce-là, qui, il faut le dire entre parenthèses, se fait de plus en plus rare. Maintenant, ce n'est pas une raison quand même pour ne pas le reconnaître, parce qu'il se raconte, moi je n'en sais rien, que les ministres des Finances qui apposent leur signature sur les billets ont un pourcentage, ont quand même des avantages par rapport aux billets qui sont émis et sur lesquels leurs signatures sont apposées. Donc, ce serait que justice, au moins, de rattraper un peu le tort qui a été fait de son vivant, puisqu'elle vient de décider que la BCAO se rachète un tout petit peu en continuant à l'honorer, même si son image déjà constitue le plus bel hommage qui lui soit rendu. Nous parlons donc de ce bel hommage-là. Et malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Regardez nos billets de banque aujourd'hui. On nous met des animaux, on nous met des trucs. Alors qu'avant, on mettait des animaux qui aiment la vitesse. Ça fait que ces billets ne durent plus. Atypique. Non, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas quelle est la réflexion qui sont faites au niveau donc, des cadres de la BCAO. Pourquoi ne pas revenir à l'ancien où ce sont des personnages africains. Comme on le voit avec le dollar. Avec le dollar, vous voyez. Et je ne sais pas si c'est parce que nous sommes des Africains, des choses comme ça, comme ça, des animaux. Mais ça fait longtemps que l'Afrique n'est pas la bourse, quoi. Vous voyez un peu. Ce sera tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Paul Arnaud Deguénon, journaliste consultant en communication. Merci à vous. Merci beaucoup. Kabengoubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci. Merci, c'est moi. William Cléquin, journaliste à Canal 3 Bénin, merci. C'est moi, Lénaï. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.